Voilà. Donc, a priori, vous avez dû constater que les effectifs ont été séparés en deux groupes de façon à alléger un petit peu les groupes. Alors, normalement, ce soir, je dois avoir, il me semble, la province. Donc, je devrais avoir Lille, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse et Nice. Donc, je devrais avoir ces campus-là. Alors, je ne devrais pas avoir d'étudiants normalement du campus de Lyon et du campus de Paris, hein. C'est ce qui est prévu dans vos emplois du temps. Alors, par contre, je suis un peu étonné de n'avoir donc que 6 personnes. Alors, il y a des gens de Lille, je sais. Eva, vous venez de quel campus? De Nice, d'accord. Lisa, vous venez de quel campus? Non, 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 pas Lisa. Yannick, pardon. Yannick, vous venez de quel campus? Et Audrey vient de quel campus? Voilà, une personne. Montpellier, bonjour Audrey. Ok. Alors, il n'y a plus que 5 participants, c'est un petit peu étonnant. Bon, bah, c'est pas très grave, hein, tant mieux. Bonsoir, excusez-moi, je suis Eva du campus de Nice. D'accord. Euh, oui, en fait, nous, on avait cuisine à Sacerno, en ville. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de participants, à mon avis, c'est parce que personne n'a eu le temps de rentrer chez soi. Voilà. D'accord, ok. Ok. D'accord, des petits soucis d'organisation. Bah, j'espère que ça ne vous portera pas préjudice. Bon, bah, dans tous les cas, on va y aller. Donc, comme on avait prévu, hein, la moitié d'entre nous au tissu cuisine. Ok, ouais, c'est un peu bizarre leur emploi du temps. Bon, ils pourront toujours suivre le cours, hein, mais la prochaine, c'est qu'effectivement, ah, voilà le dernier qui arrive peut-être. Donc on y va. Et donc, ben, comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à m'interpeller sur des points que vous voulez que je rappelle. N'hésitez pas à intervenir. Appel à demande pour changer de créneau. D'accord. Votre responsable pédagogique à demande pour changer de créneau. D'accord. N'hésitez pas à intervenir, hein, puisqu'on n'est pas très nombreux, donc ça permet d'avoir un peu plus d'échanges que quand vous êtes 50 ou 60. Donc, comme on avait prévu, hein, on va revoir, je vais refaire le point sur le chapitre du droit des contrats, qui me paraît un chapitre relativement important, et ben, pour lequel je vais vous donner les parties essentielles à connaître par cœur. En matière de droit, c'est un petit peu plus facile, puisque c'est du par cœur, il y a moins de compréhension, d'accord? Mais c'est du par cœur, donc il faut connaître ces notions absolument pour pouvoir les restituer si jamais le sujet portait sur un problème juridique. Alors, pour connaître les choses par cœur, deux solutions. Soit bah, vous apprenez bêtement votre cours, ou soit bah, vous essayez d'en faire un résumé à travers des fiches. Alors, moi, j'aime bien travailler comme ça. Quand je dois apprendre quelque chose, je me fais des petites fiches résumées. Comme ça, j'ai bien compris le principe. Et grâce à des mots-clés dans ma fiche résumée ou dans mon tableau, bah, très vite, la notion revient en tête et très vite, j'arrive à la restituer. Donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vous dire, voilà, il y a ces notions-là, elles sont super importantes, il faut le savoir. D'accord? Il y a des mots-clés qui vont s'attacher à cette notion-là. Apprenez ces mots-clés ou apprenez cette phrase clé, reprenez-la évidemment, et restituez-la le jour où on va vous demander. Donc, on va faire un point sur ce droit des contrats et on va faire un point aussi sur la méthodologie de résolution des cas pratiques. Parce que si vous avez un cas qui est proposé en matière juridique, vous aurez obligatoirement la résolution d'un cas pratique, c'est-à-dire une situation litigieuse, et la demande sera de proposer une réponse à cette situation litigieuse. Bon. Vous n'aurez jamais de question de cours. Ce n'est pas possible, c'est trop bête.
Quand vous n'aurez pas de question de cours, vous aurez par contre la résolution d'un cas pratique qui appelle des notions de cours. Alors, la résolution du cas pratique, elle se fait de la façon suivante. Elle se fait toujours en donnant le droit. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une majeure. Elle se fait toujours en 3 parties. Première chose que je dois dire, c'est le droit. C'est votre cours, finalement, ce que vous avez retenu du cours, bien sûr, qui est en liaison avec la situation qu'on vous a présentée. La deuxième partie, c'est les faits. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? Qu'est-ce qui me permet de dire que le droit va s'appliquer comme ça dans mes faits? Et la troisième partie, c'est votre solution. Alors, il a été dit, j'ai assisté à une réunion, parce que j'enseigne aussi ailleurs, que la méthodologie serait, si vous deviez avoir un cas pratique à l'examen, la méthodologie apporterait autant de points que la résolution du cas et que la pertinence des propos qui sont tenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un cas pratique, même si j'ai la bonne solution et que je balance ma bonne solution comme ça, sans respecter la méthodologie qui est préconisée, je n'aurai que la moitié des points. Si je respecte la méthodologie et que dans l'appréciation des faits, je n'ai pas forcément réussi à dégager la bonne solution, j'aurai quand même la moitié des points. C'est un petit peu la même chose que quand on fait des cours de gestion. Je vous dis, mettez-moi vos calculs. Si votre calcul il est bon, votre raisonnement il est bon, vous aurez au moins la moitié des points. Si vous me balancez un résultat, s'il est bon, bah, tant mieux, vous avez la totalité. Par contre, si effectivement votre résultat il est faux, bah, vous aurez 0. D'accord ? Et c'est ce que j'applique à chaque fois que je corrige soit des TD, soit des DS, soit même des examens blancs. C'est que si je vois la progression et que j'estime que la progression est logique, je mets une partie des points. Si je vois rien du tout et que le résultat n'est pas bon, bah je mets 0, c'est tout. Bah ça, je ne sais pas comment la personne est arrivée jusqu'à ce résultat. Et des fois, c'est une simple erreur de calcul. Donc, en matière de résolution de cas pratiques, en matière juridique, c'est exactement la même chose. Je dirais que c'est même pire, puisque une solution fausse, mais avec une bonne méthodologie, vous apporte la moitié des points. Une solution bonne, mais sans la majorité, sans la méthodologie, je ne pense pas que ça vous donne au moins la moitié des points. Ou ça ne vous donnera pas la totalité des points de façon sûre. Alors, donc, pour revenir sur notre méthodologie, je vous ai dit, première partie, la majeure, le droit. Deuxième partie, les faits qui me permettent de mettre en œuvre le droit. Et la troisième partie, la solution. N'hésitez pas à passer une ligne entre vos différentes parties quand vous allez résoudre votre cas. Ça montre au correcteur que vous avez compris la méthode. Ne mettez pas des faits dans la première partie. On ne veut pas de faits, on veut juste du droit du cours. Expliquez dans la deuxième partie et concluez dans la troisième partie. Encore une fois, marquez les parties. Marquez la différence entre vos 3 parties qui prouve au correcteur que vous avez compris la méthodologie. Et je vous promets que vous aurez, même si votre truc il est bidon, vous aurez au moins une partie des points parce qu'il y a toujours une partie des points sur la méthodologie. Alors, ceci étant dit, en matière contractuelle, donc en matière du droit des contrats, qu'est-ce qui est important de retenir? D'abord qu'il est impératif pour tout le monde de connaître une définition du contrat. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Un contrat, c'est un accord de volonté qui fait naître des obligations. Je répète, et vous pouvez retenir la phrase comme ça, alors je ne sais même pas si elle est écrite dans votre cours, mais vous pouvez retenir qu'il faut la volonté et que ça fait naître des obligations. Donc le contrat est un accord de volonté qui fait naître des obligations. Alors pour vous enlever de la tête un certain nombre de choses préconçues, et qui sont en général fausses, un contrat n'est pas forcément écrit. Un contrat peut tout à fait être oral. Quand nous, on étudie le droit des contrats, on s'en fout des preuves. Je vous dis tout de suite, alors certains, parce que hier j'ai fait le même cours avec votre collègue, ils me disaient oui, mais pour la preuve, on s'en fout. C'est pas ça l'objet du contrat. C'est pas ça l'objet du cours. L'objet du cours, c'est de vous enseigner le droit des contrats. C'est pas le droit de la preuve. Effectivement, on pourra toujours pinailler en matière de preuve, mais dans tous les cas, quand vous serez face à une situation juridique et où on vous demandera de conclure si le contrat est valable ou non, on ne vous parlera pas de preuve. Ce n'est pas la preuve qu'on attend. Donc, ce n'est pas en matière de preuve que l'on doit raisonner. Vous vous enlevez ça de la tête, vous vous dites, tiens, je m'allège,
je n'ai même pas besoin de m'occuper de la preuve. Je ne m'occupais que de la notion de contrat. Donc, on a d'abord, première chose qu'il est impératif de savoir, c'est de savoir différencier une situation. Est-ce qu'on est dans la situation où le contrat est conclu ou est-ce qu'on est dans une situation où le contrat n'est pas encore conclu? C'est donc deux périodes différentes. Une période qu'on va appeler pré-contractuelle, celle avant la conclusion du contrat, où il peut y avoir des actes qui peuvent avoir une influence. Et une deuxième période où on est après la conclusion du contrat. La séparation entre les deux, c'est est-ce qu'il y a eu un accord de volonté entre les parties. D'accord? Donc, on a dit, il faut connaître la définition. Deuxième chose, il faut faire la distinction entre la période pré-contractuelle et la période contractuelle. Donc, la période après la conclusion du contrat et la période avant la conclusion du contrat. Dans une première partie ici, je vais vous parler de la période pré-contractuelle. La période donc, qui se situe avant la conclusion du contrat. Dans cette période pré-contractuelle, on va retenir 5 notions différentes, dont 2 sont très proches l'une de l'autre. On va retenir d'abord la notion, et vous pouvez vous faire un petit tableau, et vous mettre les 5 notions, et à côté une case dans laquelle on va expliquer les notions, et on va expliquer le régime juridique qui est attaché à cette notion. Ces 5 notions sont d'abord la période de négociation. Alors, on peut, si vous analysez la situation et si vous dites on est en période de négociation, quelles sont les problématiques que je pourrais avoir dans une période de négociation? On va les étudier après. Deuxième chose, je peux être dans une situation où il y a une offre qui a été émise par quelqu'un. Je vous offre un service, je vous offre pas, je vous fais une proposition d'un produit, d'un service ou autre. Troisième possibilité, on est dans le cadre d'un pacte de préférence. Encore une fois, on va voir ce que c'est que le pacte et ce qui se passe en cas de problème. Parce que dans tous les cas, ce sera toujours un problème. On va toujours vous poser un problème. Si, je dis n'importe quoi, on est dans la période des négociations, on négocie, tout se passe bien, on conclut le contrat, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de question. Donc, ce n'est pas possible qu'on vous mette dans une situation sans problème. À chaque fois, il y aura un problème. Il va falloir analyser le problème et donner une solution au problème. D'accord? Donc, revenons toujours à notre période pré-contractuelle où je vous ai dit, voilà, vous avez la période des négociations, vous avez la possibilité qu'il y ait une offre, vous avez la possibilité qu'on soit en présence d'un pacte de préférence, vous avez la possibilité qu'on soit en présence d'une promesse unilatérale, donc qui est différente d'une offre. Une promesse unilatérale, c'est une promesse qui engage une des parties, l'autre n'étant pas encore engagée. Et cinquième et dernier élément que vous pouvez trouver, situation, une promesse synallagmatique. Alors, c'est quoi une promesse synallagmatique? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il a ce souvenir-là de ses cours de première année, ou s'il connaît ce terme de promesse synallagmatique? Personne? Donc, une promesse synallagmatique, c'est une promesse entre deux parties, exactement. Et les deux parties sont d'accord. Quand on parlait tout à l'heure de promesse unilatérale, moi, par exemple, une promesse d'embauche, je vous fais un entretien, d'accord, et je vous adresse un mail en vous disant, voilà, j'entends bien vous embaucher à tel prix, pour tel poste, donc je viens de vous réaliser une promesse d'embauche. Pour l'instant, vous n'avez pas encore accepté. Cette promesse n'engage qu'une partie. C'est ici une promesse unilatérale. Autre exemple, et ça se retrouve beaucoup en matière de vente immobilière, si un jour vous voulez acheter un bien immobilier, une maison, un appartement, vous allez d'abord signer ce qu'on appelle un compromis de vente. C'est une promesse synallagmatique. Donc c'est le vendeur promet de vous vendre et l'acheteur promet d'acheter. Donc les deux sont engagés. Simplement, ce n'est pas encore le contrat de vente, puisqu'en matière immobilière, le contrat de vente, c'est un contrat de vente spécifique. C'est un
un acte notarié, donc la vente doit être constatée par un notaire, et bien souvent, il y a des diagnostics à faire, il y a un rendez-vous à prendre avec le notaire, ça repose autrement, mais on veut sceller la vente, on veut s'engager, les deux veulent s'engager, d'accord? Et on va faire donc, ce qu'on appelle un compromis de vente, qui est une promesse synallagmatique, donc une double promesse, une promesse qui engage les deux parties. Voilà, on a nos 5 éléments précontractuels. Maintenant, regardons les problèmes qui peuvent se poser pour ces 5 éléments. La problématique qu'on peut vous poser en matière de négociation, d'accord? Les négociations, c'est la même chose que des pourparlers, ça veut dire c'est le même terme. Avez-vous un exemple de pacte de préférence? Je vais venir dans chaque partie, je vais faire un exemple, d'accord? Concernant les négociations, c'est simplement quand on est en train de discuter le bout de gras de la prestation que je veux acheter, du bien que je veux acheter. Vous me proposez un prix, moi je vous propose un autre prix. On est en train de voir quand est-ce que je vais payer, comment vous allez me le donner, est-ce qu'il y a des réparations à faire sur le véhicule que je vais acheter, etc. Donc c'est une période de libre discussion. Sur le principe, la rupture des négociations, la rupture des pourparlers est libre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux vous dire merci, au revoir, j'ai plus envie. Donc, vous marquez dans votre case négociation, la rupture des négociations est par principe, j'insiste le mot par principe, libre. Maintenant, que se passe-t-il quand on n'est pas dans le par principe? On est dans le cadre d'une rupture abusive. Une rupture abusive, c'est quoi? C'est la situation où je vous aurais fait croire qu'on va conclure le contrat, que ça vous a fait engager des frais, et qu'au dernier moment, sans même vous donner de nouvelles, sans même rien vous dire, je vais signer le contrat avec quelqu'un d'autre. Je vais vous mettre dans une situation, vous êtes une diététicienne qui travaillait dans un centre de thalassothérapie, et votre directrice vous demande de vous occuper de trouver un nouveau fournisseur pour toute la partie fruits et légumes du restaurant. Donc vous consultez plusieurs fournisseurs avec lesquels vous avez un certain nombre de discussions sur le rythme de livraison, les modalités de paiement, les produits qui vont être apportés, l'origine des produits qui vont être apportés. Chacun vous fournit des certificats, participe à des réunions. Donc vous voyez, tout ça, ça engage des frais pour chacun des participants. Et puis votre choix se porte finalement sur un des fournisseurs que vous aviez, avec lesquels vous étiez en train de négocier. Si vous adressez un mail aux autres fournisseurs, merci de nous avoir remis des prix, mais nous avons porté notre choix sur un autre fournisseur, il n'y a pas de souci. Maintenant, si il n'y a pas de rupture abusive, donc vous avez usé de votre droit à rompre les négociations sans aucun souci. Maintenant, si, de façon très brutale, vous aviez à un moment donné engagé des discussions très avancées avec l'un des fournisseurs et vous lui avez fait croire que vous alliez conclure avec lui pour tirer les prix, puis finalement vous allez voir quelqu'un d'autre, le fournisseur, lésé, peut se retourner contre vous et vous dire que la rupture des négociations a été abusive parce que vous l'avez un petit peu berné. On a une affaire de loyauté. Alors, l'obligation de loyauté, elle est dans les contrats, elle est dans la période contractuelle, elle est aussi dans la période contractuelle. On a un peu cette notion-là qui est teintée d'obligation de loyauté, cette notion de dire on a le droit de rompre pour parler, on a le droit de rompre les négociations, mais de façon correcte. Voilà pour la problématique des négociations. La seule problématique qui peut se poser ici, c'est les ruptures abusives. Donc, si on arrive à identifier une rupture abusive, oui, la personne lésée peut engager la responsabilité civile délictuelle de l'autre. S'il n'y a pas responsabilité, s'il n'y a pas rupture abusive, on est dans le droit de rompre librement les négociations pour toute personne. Voilà ce qu'il faut retenir et savoir sur la partie des négociations. Concernant maintenant la partie de l'offre. La problématique de l'offre, c'est la problématique de la rétractation. Je vous donne une situation. Je reviens toujours dans mon cas où une diététicienne doit trouver un fournisseur. Alors, elle a trouvé son fournisseur et pour la première commande, elle lui dit, voilà, monsieur le fournisseur,
j'aimerais bien que vous me fassiez un devis qui est une offre. D'accord. Quel est le prix que vous me feriez pour l'achat de 100 kilos de carottes? Le fournisseur remet un prix, donc fait une offre de prix, et lui dit, voilà, vos 100 kilos de carottes, ça va vous coûter 500 euros. Très bien. Est-ce que le fournisseur a le droit de revenir sur l'offre qu'il a faite? En d'autres termes, est-ce qu'il a le droit de se rétracter? Et s'il se rétracte, quelles sont les conséquences? Imaginons, vous êtes donc la future cliente et vous acceptez son offre. Vous dites, OK, monsieur, vous répondez par un SMS, par un email, par tout ce que vous voulez. Vous dites, OK, j'accepte votre offre et donc faites-moi la livraison. Et le fournisseur vous dit, oh, non, 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 finalement, mon offre n'est pas valable, n'est plus valable. Donc, il se rétracte de son offre. Que se passe-t-il quand... Alors, celui qui fait une offre, on l'appelle le pollicitant. Que se passe-t-il quand le pollicitant se rétracte alors que l'offre est déjà parvenue? Alors, s'il se rétracte alors que l'offre n'est pas parvenue, il n'y a pas de souci, mais il se rétracte alors que l'offre est parvenue, et même potentiellement acceptée. Et la question, c'est est-ce que le contrat est formé ou pas? Je vous rappelle que le contrat, c'est un accord des volontés. Est-ce que lui, il est toujours volontaire? Ben non, il n'est plus volontaire, donc le contrat n'est pas formé. Donc, la conclusion ici, c'est qu'en cas de rétractation qui est fautive, puisqu'il n'a pas le droit de se rétracter normalement, il a fait une proposition, il doit tenir sa proposition. En cas de rétractation fautive, le contrat ne peut pas être forcé. La seule chose qui sera possible, c'est de demander des dommages à intérêts à la personne qui a fait cette rétractation fautive. Voilà pour la problématique de l'offre. La problématique de l'offre, c'est la rétractation. Vous devez retenir, la rétractation empêche la formation du contrat, mais elle peut entraîner l'allocation de dommages à intérêts à celui qui a été lésé. Je vais tout de suite, et je reviendrai peut-être juste après sur le pacte de préférence, parce que je voudrais tout de suite vous mettre en lumière la grosse différence avec la promesse. Imaginons que je vous fasse une promesse, la promesse d'embauche par exemple. Est-ce que j'ai le droit de me rétracter? Ben non, je n'ai pas le droit de me rétracter. Et même si je me rétracte, je dis non, non, finalement, je ne vous promets plus. Et même si je me rétracte, et ben celui qui bénéficie de cette promesse peut me forcer à conclure le contrat. Ça se voit souvent en matière de droit du travail et en matière de promesse d'embauche. Je vous envoie un mail qui a toutes les caractéristiques d'une promesse, c'est-à-dire qui dit que je vais vous embaucher, que vous allez commencer, que je vous propose de commencer tel jour, à tel taux horaire, etc. Et que je vous donne vraiment tous les détails du contrat. Et je vous envoie même le contrat. Il n'y a plus qu'à signer. Est-ce que je peux dire, ben non, finalement, je ne vous embauche plus? Et c'est là la grosse différence avec l'offre. L'offre, je peux le dire, tout ce que je risque, c'est des dommages et intérêts. Alors que la promesse, même si je dis, je ne veux pas finalement vous embaucher, eh ben vous pouvez me forcer à vous embaucher. Donc, vous pouvez forcer la conclusion du contrat. Donc, une promesse unilatérale, si elle est acceptée, elle peut forcer la formation du contrat. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. La promesse unilatérale engage celui, le promettant, et l'engage pour tout le temps. Il ne peut pas se rétracter. Et même s'il voulait se rétracter, l'autre peut lui dire, on va devant le juge, et le juge il va dire que tu es obligé. Donc la promesse entraîne obligatoirement la conclusion du contrat, bien sûr si elle est acceptée par celui qui bénéficie de cette promesse. Alors que l'offre ne peut pas aboutir à la formation du contrat, l'offre qui a été rétractée. C'est vraiment les deux différences importantes qu'il faut retenir, et on pourrait très bien dans un cas pratique vous mettre face à deux situations et vous demander quelle est la solution que vous préconisez, quelle est la solution que vous entrevoyez dans le cas d'une rétractation d'une offre et dans le cas d'une rétractation d'une promesse. La rétractation de l'offre empêche la formation du contrat, alors que la rétractation de la promesse n'empêche pas la formation du contrat. Elle peut obliger celui qui s'est rétracté à former le contrat. Ce sont vraiment les points très importants sur lesquels il faut revenir. La promesse synallagmatique, c'est comme le contrat. Et d'ailleurs, dans le Code civil, il y a un article qui dit la promesse synallagmatique vaut vente. La promesse synallagmatique de vente vaut vente. C'est comme si l'affaire était faite. Donc, obligatoirement, vous comprenez bien que, sauf clause contraire,
aucune des parties peut se rétracter. Et là, c'est plutôt simple à comprendre. On s'est promis, donc on doit tenir notre promesse. Aucune des parties peut se rétracter, sauf clause contraire. Je vais revenir maintenant sur le pacte de préférence. Qu'est-ce qu'un pacte de préférence? Un pacte de préférence, c'est un contrat, une sorte de mini-contrat, qui oblige le vendeur, à me proposer à moi en premier le bien qu'il désire vendre. Alors on trouve souvent des pactes de préférence en matière immobilière, et je vais vous prendre un exemple. Je suis diététicien, j'ai mon bureau d'activité, donc mon cabinet, sur le palier d'un étage d'un appartement, d'accord. Et j'aimerais bien agrandir mon cabinet. J'ai l'intention, d'ici 5 ans, 10 ans, d'agrandir ce cabinet, peut-être prendre une secrétaire, peut-être prendre un collaborateur, etc. Et je sais qu'il y a d'autres appartements sur le même palier. Je vais aller voir le voisin et je vais lui dire, voilà, monsieur le voisin, si demain vous vendez, vous allez me le proposer en premier. Est-ce que ça vous convient? Si le voisin est d'accord, vous allez signer ce qu'on appelle un pacte de préférence. Ce n'est pas un pacte de vente, hein. Personne n'est obligé de vendre. La seule obligation qui naît du pacte de préférence, c'est de proposer en premier à la personne qui bénéficie du pacte de préférence. Donc je vais signer ces documents, ce pacte de préférence, avec mon voisin, et lui, le jour où il sera vendeur, il sera obligé de me le proposer en premier. Je ne serai pas obligé d'accepter, il ne sera pas non plus obligé de me le vendre, mais il sera obligé de me le proposer. Il ne pourra pas vendre le bien à quelqu'un d'autre. Et s'il le faisait, moi, je pourrais éventuellement me retourner contre lui pour faire annuler cette vente. Il y a certaines conditions, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que je pense qu'à ce niveau-là, pour vous, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que le pacte de préférence oblige celui qui a signé à proposer en premier le bien à celui qui bénéficie de ce pacte de préférence. Voilà concernant toute la partie des avant-contrats. Donc, vous voyez, très schématiquement, vous pouvez en une phrase résumer ce que c'est, d'accord? Et ensuite, voir le problème. Le problème, il est simple. Pour les négociations, c'est la rupture abusive. Pour l'offre, c'est la rétractation du pollicitant. Pour la promesse, c'est aussi la rétractation. Et pour le pacte de préférence, c'est une vente en violation du pacte, c'est-à-dire une vente qui a été faite alors qu'on ne m'a pas proposé le bien, alors qu'on devait me le proposer en premier. Voilà les 4 problèmes. En termes de promesses syllagmatiques, de toute façon, les deux rétractations, que ce soit d'un côté ou d'autre, ce n'est pas possible. Donc si on vous dit qu'il y a une rétractation, on vous dit que ce n'est pas possible, que la vente va être conclue quand même. Voilà pour la partie concernant la partie pré-contractuelle. Maintenant, attelons-nous à la partie post-contractuelle, celle après la conclusion du contrat. Donc, si vous vous trouvez dans une situation, il faut d'abord qualifier dans quelle période on est. Est-ce qu'on est en période pré-contractuelle ou est-ce qu'on est en période contractuelle, c'est-à-dire après la conclusion du contrat? Alors, en matière de période contractuelle, il me semble qu'il y a une chose très importante, c'est les conditions de validité du contrat. Moi, si je devais vous poser un sujet, ce serait ça. Alors, non pas parce que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, parce que ça demande une certaine réflexion, ça demande des connaissances de cours, d'accord. Et c'est là où on voit tout le raisonnement de l'élève et où on peut mettre en pratique le syllogisme, donc ma résolution en 3 parties, on peut mettre en pratique le syllogisme de façon très facile. Alors, pour qu'un contrat soit valable, il demande à ce que 3 conditions cumulatives soient réunies. Et vous pouvez vous noter, c'est la règle des 3 C. Est-ce que quelqu'un connaît les 3 conditions de validité du contrat? Je laisse 30 secondes pour répondre, non? Personne? Bon, si quelqu'un va bien me trouver au moins une des 3 conditions. Si je vous dis que c'est la règle des 3 C, alors très bien Audrey, vous en avez trouvé 2, donc la capacité à contracter et le consentement non vicié. Et la 3e que vous me donnez, c'est super Audrey, le contenu licite et certain. Ça, il faut le savoir, hein. C'est impératif. Ce
qui aujourd'hui ne le savent pas, je vous conseille vraiment de le noter, de le souligner en rouge, c'est impératif. Vous devez savoir les 3 conditions cumulatives de la validité du contrat, des conditions de validité du contrat. Donc, je le répète, alors généralement, on les donne dans cet ordre-là. Le contenu libre et éclairé, c'est-à-dire non vicié, comme l'a indiqué Audrey. La capacité des parties à contracter. Et le contenu contractuel qui doit être licite et certain. Donc, consentement, capacité, contenu, règle des 3C. Maintenant, on va revenir sur chacun des éléments et voir où il pourrait y avoir un souci et sur quelle spécificité on va pouvoir vous interroger. Donc, concernant la capacité, concernant le contenu, fatigué un petit peu, concernant le consentement, il existe 3 vices du consentement. Alors, dans la foulée, vous allez me les citer. Allons-y, je vous écoute. Quelqu'un pour les 3 vices du consentement, donc 3 choses qui vont altérer le consentement. Le consentement, d'abord, c'est quoi? Le dol. Très bien, Audrey toujours, il n'y a pas qu'Audrey, j'espère. Le consentement, c'est quoi? C'est le fait d'être d'accord. Je suis d'accord, c'est, si on devait schématiquement dire les choses, c'est tu as obtenu ma signature comment? Est-ce que j'ai été libre de signer le contrat? Donc, est-ce que mon accord de volonté a été libre et éclairé? C'est ça le consentement. Non pas la capacité juridique. La capacité juridique, ça viendra dans la capacité à conclure. Alors, je vais vous les donner, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça en plan. Les 3 vices du consentement, et ça, vous pouvez les noter, sont l'erreur, le dol et la violence. Je répète, les 3 vices du consentement sont l'erreur, le dol et la violence. On va dire ce que c'est en un mot, les 3, et vous dire celui qui est le plus important à connaître pour moi. D'abord, l'erreur, c'est l'erreur qui est faite sur ce que j'ai acheté. On va prendre le cas d'un contrat de vente. Je pensais acheter une voiture avec un moteur qui avait 100 000 km, et puis j'ai mal lu Binou. En fait, il n'en avait pas 100 000, il en avait 1 million. Je prends des choses assez grossières, évidemment. Donc, je me trompe, sans que ce soit de ma faute. Je me trompe sur ce que j'ai acheté. Quand j'ai fait une erreur. Dans ces cas-là, c'est un vice du consentement. Et donc, ça entraîne la nullité du contrat, puisqu'un contrat qui n'est pas valable est un contrat qui est nul. On verra après les conséquences de ce contrat dont la nullité a été prononcée. Revenons sur le dol qui me paraît le plus important à connaître. Le dol, c'est le fait pour une personne d'avoir obtenu le consentement de l'autre, d'avoir obtenu la volonté de l'autre de contracter, par un mensonge, une manœuvre ou un silence. Ce qu'on appelle le silence, une réticence dolosive, ne pas avoir donné une information importante. Alors, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que si je vais prendre le cas de la vente d'un appartement, par exemple, vous décidez d'acheter votre cabinet, d'acheter un appartement pour y faire votre cabinet de diététicienne. L'important pour vous, c'est que ça soit dans un endroit plutôt calme, puisque s'il y a beaucoup de bruit dans le quartier, c'est embêtant pour pratiquer correctement votre métier. Et de toute façon, tout un chacun qui voudrait acheter un appartement voudrait plutôt un appartement dans un endroit calme. Et puis, vous voyez une annonce dans une agence immobilière, et puis vous prenez contact avec le propriétaire, et le propriétaire, vous lui dites, est-ce que le coin est plutôt calme? Ah oui, c'est super calme, il est en train de vous mentir. C'est super calme, vous verrez, il n'y a pas un bruit, c'est tranquille, etc. Et en vérité, il y a un bar qui se situe juste en dessous. Alors vous voyez bien le bar quand vous arrivez. Bon. Et vous demandez au propriétaire, mais le bar qui est en dessous, il n'y a pas trop de soucis. Oh non, je vous assure, il n'y a aucun bruit. Et en fait, le propriétaire, ce qu'il a fait, et c'est une histoire vraie, hein, le propriétaire, ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des visites, il envoyait un petit SMS au mec qui tenait le bar en bas, et le mec éteignait la musique, ou baissait fortement la musique.
On voit ici tout le stratagème qui a été monté par le vendeur pour cacher la vérité d'abord, pour mentir et pour obtenir le consentement de l'autre par une manœuvre. Par une manœuvre qu'on appelle manœuvre dolosive. Dans ces cas-là, eh ben, votre consentement n'a pas été obtenu, on va dire, honnêtement. Il a été obtenu grâce à des mensonges, grâce à des manœuvres. Et on pourrait tout à fait obtenir la nullité d'un contrat de vente à cause du dol qui a été pratiqué par le vendeur. Donc vous voyez hein, cette situation où c'est par le mensonge, c'est par une manœuvre, c'est par une réticence, donc l'oubli de vous donner une information importante, que l'on a obtenu votre consentement. Ça vient vicier votre consentement. Vous n'auriez pas signé si vous l'aviez su, vous l'auriez signé dans des conditions différentes. Par conséquent, ça entraîne l'invalidation du contrat et donc sa nullité. Ça entraîne un vice du consentement qui lui-même entraîne la nullité du contrat. Ensuite, la violence. Concernant la violence, bon, c'est plutôt pas très compliqué. Hein. La violence, ça peut être une contrainte physique ou une contrainte morale. D'accord ? Donc, on vous oblige à signer le contrat, on vous oblige à donner votre accord de volonté, soit par une contrainte physique ou soit par une contrainte morale. La contrainte morale, elle peut venir, par exemple, d'un état de dépendance. D'accord ? Profiter de la dépendance d'une personne pour obtenir d'elle la conclusion d'un contrat qui me fournirait un avantage excessif relève de la violence. Ici, ce sera de la violence psychologique si on veut. D'accord. Je vous donne un exemple d'une affaire qui est une affaire réelle. Un enfant s'occupait de sa grand-mère. D'accord. La grand-mère vieillissant, l'enfant allait faire ses courses, etc. Et finalement, la grand-mère était complètement dépendante de cette personne. Je ne sais même pas si c'était son fils, d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Elle était complètement de cette personne. Et cette personne a profité de l'état de dépendance de la vieille dame pour obtenir d'elle qu'elle lui vende un certain nombre d'immeubles qu'elle possédait à un prix très, très, très avantageux. La vente peut être annulée car il y a eu violence. C'est une violence qui est fondée sur la dépendance psychologique de la vieille dame envers l'acheteur. Donc voilà un exemple de violence qui peut être une violence, je vous dis, physique ou qui peut être aussi une violence psychologique, basée sur un état de dépendance. Concernant la capacité juridique. Alors la capacité juridique, c'est la possibilité légale pour une personne de conclure un contrat. Alors il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas de capacité juridique, qui sont... Est-ce que vous pouvez me citer les personnes qui ne peuvent pas signer de contrat? Non, les mineurs. Alors on va dire les mineurs non émancipés, pardon. Les mineurs non émancipés, je suis d'accord. D'autres personnes? Les prisonniers. A priori, non. Les prisonniers peuvent signer des contrats, alors, sauf s'ils ont été déchus de leur nationalité ou de leur droit civil. Mais a priori, ils peuvent signer. Mais d'autres personnes que l'on veut protéger. Voilà. Alors, les personnes, effectivement, qui souffrent d'une déficience mentale sont des personnes qui sont protégées. Donc, on les appelle des majeurs protégés. Ces majeurs protégés sont bien souvent sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice. Et donc, ne peuvent pas elles-mêmes conclure un contrat sans l'accord de leur tuteur ou de leur curateur. D'accord ? Les mineurs, c'est un peu différent. D'abord, on parlera des mineurs non émancipés, les personnes se trouvant dans un hôpital psychiatrique, oui aussi, si elles ont été placées sous tutelle, ce qui est souvent le cas. Donc le mineur, c'est un peu particulier parce que le mineur, il peut conclure des contrats de la vie courante. Aujourd'hui, imaginons un gamin de 17 ans qui prend un ticket de métro. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de conclure un contrat de transport avec l'entreprise qui exploite le métro. Or, il est mineur. Vous allez me dire, bah ouais, mais si notre raisonnement, on l'arrête à mineur non émancipé, on a un problème.
c'est mineur non émancipé hors les actes de la vie courante. Acheter un petit pain, un mineur peut tout à fait le faire. Vendre un Playmobil à un copain, un mineur peut tout à fait le faire. Par contre, un mineur ne peut pas acheter une voiture. Alors, en dehors du fait qu'il n'ait pas le permis, mais on pourrait très bien imaginer un mineur qui a passé, un gamin de 16 ans qui a passé la conduite accompagnée, qui voudrait acheter un véhicule. On est d'accord que l'achat d'un véhicule, ce n'est pas un acte de la vie courante. Donc, un mineur ne pourrait pas acheter un véhicule. Voilà un exemple pour la capacité juridique des mineurs. En dehors de cette capacité juridique, enfin en dehors de la problématique des mineurs et des majeurs protégés, c'est relativement simple à comprendre. Les personnes qui ont des troubles mentaux ou des déficiences mentales, on tient à les protéger. Donc, on va les empêcher de signer n'importe quoi et n'importe quand. Pour cela, on nomme des tuteurs, des curateurs qui les aideront dans les actes contractuels qu'elles voudraient éventuellement passer et qui les conseilleront. Et pour certains, sans le consentement de leur tuteur, elles ne pourront pas signer. Imaginons que je possède beaucoup d'immeubles, des voitures, etc., et que malheureusement, demain, je sois atteint d'une maladie mentale qui m'handicape fortement et qui me fait perdre la raison. Les gens qui m'entourent vont demander à ce que soit nommé un tuteur, qui peut être un membre de la famille ou un auxiliaire de justice, de façon à m'éviter à vendre ma maison, à vendre mes appartements, à vendre mes voitures à n'importe qui, à n'importe quel prix. Donc, sans l'accord du tuteur, qui sera mon représentant, sans l'accord de ce tuteur, aucun acte de vente ne sera valable. Si je devais signer un contrat de vente pour ma maison, alors que je suis sous tutelle, le contrat de vente serait annulé par défaut de capacité, parce que je n'ai pas la capacité à conclure. Ensuite, il faut faire juste un petit point sur les représentants d'une entreprise. D'accord ? Dans certains cas, seul le gérant, le président d'une société, peut conclure le contrat. On va prendre l'exemple. Est-ce qu'un salarié peut conclure, je ne sais pas moi, vous êtes toujours diététicienne, vous avez une secrétaire. Est-ce que votre secrétaire, elle peut signer un bail de location pour un local? Non, ce n'est pas elle la représentante de la société, elle ne représente pas la société Diététique & Co, c'est vous. Donc, si elle signait un tel contrat au nom de la société, sauf à en avoir bien sûr une délégation, si elle le signait, il y a un défaut de capacité. Elle n'est pas la représentante de la société. Donc, voilà pour le problème de la capacité. Alors, on va passer assez rapidement sur le contenu contractuel, puisque je vois mal comment on pourrait vous amener une problématique relative au contenu licite et certain. En dehors du fait que on ne peut conclure que c'est des choses qui sont légales. Alors, je vais peut-être vous donner 2-3 exemples. Est-ce que j'ai le droit de vendre mon bras? Quelqu'un vient me voir et me dit on cherche une greffe de bras, ou on cherche une greffe d'œil, de foie, de tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez nous vendre? En France, le commerce du corps humain est illicite. Donc, par conséquent, je ne pourrais pas conclure un contrat de vente pour un rein, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans d'autres pays du monde. Juste pour la petite anecdote, par contre, vous avez le droit de vendre vos cheveux. Bizarre, hein? Mais bon, c'est comme ça. Pas trop de difficultés sur la partie contenu contractuel et sur sa partie concernant la licéité, donc le côté licite du contenu contractuel. Je vois mal un sujet portant sur cette problématique-là. Malgré tout, il faut savoir que le contenu licite et certain est une condition de validité du contrat. Alors maintenant, regardons comment on peut résoudre un cas portant sur la validité du contrat. Je vais vous poser une situation et je vais faire la résolution de ce cas en appliquant la méthodologie du syllogisme concernant les problématiques relatives à la validité du contrat. On va imaginer qu'un acte, que vous êtes diététicienne, on va essayer de porter sur ça, et que vous ayez acheté du matériel. Alors, j'avoue que le métier de diététicien, je le connais que très peu. Imaginons que vous avez besoin d'un pèse-personne, qui affiche en même temps un certain nombre de données importantes pour votre métier. Données de poids, de taille, de rapport poids-taille, vous les connaissez tous, moi je ne les connais pas.
mais on pourrait imaginer, dans mon cas, un achat d'un appareil relativement onéreux, d'accord, et d'une haute technologie et qui vous affiche toutes les données. Vous vous adressez à une société, un commercial vient vous voir et vous vante les mérites de son appareil, notamment quant à sa durée d'autonomie sans être branché sur le secteur, sur le fait que l'appareil soit, par exemple, on va dire, connecté à votre ordinateur. Voilà, il vous donne un certain nombre d'informations qui sont super. Oh, super. Mais malheureusement, ce monsieur, il oublie de vous dire que l'appareil est interdit en France, parce qu'ils n'ont pas reçu les autorisations pour commercialiser cet appareil en France. D'accord ? Vous achetez l'appareil, vous vous rendez compte quelques temps plus tard que finalement, vous êtes en train d'utiliser un appareil qui émet des rayonnements qui sont dangereux pour vos patients. Enfin, je raconte une histoire un peu bizarre, mais j'essaie de trouver quelque chose. Et vous aimeriez bien faire annuler le contrat. Vous découvrez aussi par vous-même que l'appareil, que la vente de cet appareil a été interdite en France. Comment vous allez raisonner? Vous allez raisonner d'abord donc avec mon affaire de syllogisme. Vous voulez arriver jusqu'où? Vous voulez arriver jusqu'à la nullité du contrat. Vous voulez faire annuler le contrat. Pour ça, on sent bien qu'on va plutôt se baser sur le dol. On voit bien que la personne a menti, ou dans tous les cas qu'elle n'ait pas donné une information importante, le fait que l'appareil ne soit pas commercialisé en France. Et moi, j'ai envie de récupérer mes sous et j'ai plus envie de cet appareil dans mes locaux. Donc, je veux faire annuler la vente. Donc, il va falloir déjà dire qu'il y a un contrat qui existe. D'accord ? On va donner notre définition, on va faire du droit. Le contrat est un accord de volonté qui fait naître des obligations entre les parties. On a donné le droit, première partie. Deuxième partie, ici, un contrat de vente a été signé entre la diététicienne et un fournisseur. Par conséquent, nous sommes en matière contractuelle et non pas en matière pré-contractuelle, c'est-à-dire avant le contrat. Hop, j'ai situé mon action. Vous voyez que j'ai fait un premier syllogisme. Ce que je voulais dire ici, ce que je voulais démontrer, c'est qu'on est en période contractuelle. La période contractuelle, elle s'identifie par l'accord de volonté des parties qui fait naître des obligations. Donc, j'ai donné mon droit. Un contrat est un accord de volonté des parties qui fait naître des obligations. Ici, Madame X a signé un bon de commande, un contrat, si vous voulez, avec Monsieur Y concernant la fourniture d'un appareil. C'est un contrat de vente. Par conséquent, on est en matière contractuelle. Un contrat est né. Maintenant, passons à la deuxième partie de mon raisonnement. Je vais démontrer que le contrat est nul. Pour ça, il faut démontrer qu'il y a un problème au niveau des trois conditions. Donc, je vais dire mon droit. En droit, pour qu'un contrat soit valable, il faut que trois conditions cumulatives soient réunies. Le consentement libre et éclairé, ou non vicié, c'est la même chose. La capacité des parties à contracter et le contenu licite et certain. Bon, vous venez de donner votre droit. Vous donnez les faits. Vous, par exemple, ici, vous allez éliminer la partie vous allez éliminer la partie contenu contractuel et capacité des parties. Donc, vous allez dire, ici, la capacité des parties ne pose pas de problème, le contenu contractuel ne pose pas de problème, donc c'est sur le terrain de la capacité que l'on va se porter. Vous redonnez, donc vous avez fait du droit, les faits, une conclusion. Vous repartez du droit maintenant. Quels sont les trois vices du consentement? Vous citez. Les trois vices du consentement sont l'erreur, le dol et la violence. Vous allez expliquer ce que c'est le dol, parce que c'est vers ça que vous voulez amener. Le dol est caractérisé par l'obtention du consentement par une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive. Une réticence dolosive, c'est un silence tenu sur une chose importante. Vous avez expliqué. Maintenant, on y va, dans les faits. Ici, en l'espèce, le vendeur a omis de dire à sa cliente que le bien n'avait pas reçu les autorisations nécessaires pour pouvoir être commercialisé en France. Par conséquent, il a commis une réticence dolosive. La réticence dolosive étant caractérisée
Le consentement a bien été vicié. Par conséquent, on va pouvoir obtenir la nullité du contrat à cause d'un vice du consentement. Vous voyez donc comment j'ai fait tout mon raisonnement? J'ai toujours fait à chaque fois du droit, l'effet, conclusion, du droit, l'effet, conclusion, et je l'ai fait en plusieurs fois. Vous auriez pu faire un gros bloc de droit en disant ce que c'était qu'un contrat, en disant ce que c'était que les conditions de validité du contrat, en disant quels étaient les 3 vices du consentement, et après donner tous les faits. Vous auriez pu faire 2 gros blocs. J'aime moins cette solution, même si elle est tout à fait acceptable, mais moi j'aime moins bien cette solution parce que je ne vois pas bien le raisonnement de mon étudiant. D'accord? Malgré tout, vous pourriez obtenir la totalité des points si vos explications sont bien concordantes. J'aime bien, moi, les petits allers-retours. Je donne du droit, je donne des faits, je donne une conclusion. En fait, j'amène le correcteur vers mon cheminement. Comment j'ai réfléchi? J'ai dit, d'abord, est-ce que je suis en matière contractuelle? Oui, je le prouve. Maintenant, pour obtenir la nullité d'un contrat, il faut agir sur la validité. Quelles sont les conditions de validité? J'écarte celles qui ne m'intéressent pas, je garde que celles qui m'intéressent. Maintenant, comment déterminer qu'il y a eu un vice du consentement? J'ai expliqué ce que c'était qu'un vice du consentement, je l'ai prouvé par mes faits et j'ai conclu. Donc vous voyez, c'est vraiment tout ce cheminement de syllogisme, de droit, fait, conclusion, de majeur, mineur, conclusion, c'est comme ça qu'on les appelle, qui va vous permettre d'obtenir le maximum de points. Et il faut que ces raisonnements, vous le teniez jusqu'au bout, en le marquant à chaque fois, comme je vous le disais précédemment, en passant une ligne, en revenant à la ligne quand vous voulez démontrer autre chose, en disant ce que vous concluez. En conclusion, on pourra obtenir la nullité du contrat à cause d'un vice du consentement. Vous dites au mec, voilà, je suis en train de conclure. Voilà. Après toi, vas-y, je vais te livrer ma solution. Ne mélangez pas les parties. Ne donnez pas la solution avant d'avoir raisonné. C'est pas bon, d'accord? Même si la solution est bonne. Même si vous me marquez dans un cas comme je vous présentais, on va pouvoir obtenir la nullité du contrat parce qu'il y a un dol. Vous me donnez la solution. Ben, pourquoi il y a un dol? Comment on qualifie un dol? On qualifie par un mensonge, une réticence dolosive, une manœuvre. Tout ça, vous ne me l'avez pas expliqué. Pour moi, là-dessus, imaginons que ce soit un exercice sur 5 points, je vous mets 0,5. Ça, c'est clair, mais c'est précis. Un correcteur, n'importe quel correcteur, vous mettra 0,5. Par contre, si vous m'amenez tout et que vous arrivez, par exemple, à l'erreur, ben moi, je vous mets 4,5, même si ce n'était pas ça la solution. C'était le dol, la solution. Je vous mets 4, 4,5. Vous m'avez fait un super raisonnement. On m'a dit oui, elle s'est trompée, elle pensait que le bien était commercialisé en France alors qu'il n'était pas commercialisé en France. C'est tout à fait légitime, c'est pas une grande connaissance, donc elle a bien fait une erreur qui était excusable. Bah, super, je vous mets 4. Bon, c'est pas la bonne solution parce qu'on aurait préféré aller sur le terrain du dol, mais d'un point de vue de la méthodologie, vous avez tout respecté. Pour moi, c'est plutôt bon. Avez-vous des questions sur ces grand résumé, mais surtout des points principaux et surtout ce résumé méthodologique concernant le droit des contrats? Alors, il est à noter que le droit des contrats a été modifié en 2016 et en 2018. Ouais. Modifié en 2016, confirmé en 2018. Que si vous regardez des manuels qui datent avant 2016, vous n'aurez pas forcément toutes les bonnes solutions. Je pense notamment en matière de promesses, d'accord, ou en matière d'offres. Les solutions avant 2016 n'étaient pas forcément les solutions après 2016. Donc faites attention si vous devez regarder des manuels ou des ouvrages de droit ou même des ouvrages qui traitent de cette problématique-là, il faut absolument que vos ouvrages soient actualisés et qu'ils datent d'après 2016. Parce qu'on a vraiment eu une grosse révolution du droit des contrats, du droit des obligations, à compter de 2016, confirmé en 2018, et qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016, avec vraiment des grosses modifications. Enfin, des grosses modifications au niveau des articles, quant à leur numérotation déjà, dans un premier temps, mais quant aussi aux différentes solutions par rapport à des problématiques telles qu'on a vues nous, dans les exemples précontractuels, mais aussi dans les exemples post-conclusion du contrat.
Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Donc, il n'y a pas de questions a priori. Non, pas de questions. Ben, écoutez, ça va conclure notre séance d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que pour la prochaine séance, alors je ne sais pas avec vous, je n'ai pas encore bien mis en tête mon nouvel emploi du temps, que pour la prochaine séance, vous devez préparer par contre le TD sur les investissements, les opérations financières. Hein, c'est le prochain TD, de toute façon, sur la liste. C'est le TD exactement, que je me rappelle son nom. Sur les calculs financiers, quelque chose comme ça, où on va apprendre à calculer les placements financiers. Voilà, vous avez raison, c'est bien ça. C'est sur les placements financiers où on va s'amuser à calculer des taux d'intérêt, des intérêts sur différents types de placements. Donc ça, il faudra le préparer, il faut le préparer, puisque j'en ferai la correction et je reviendrai sur les points les plus critiques. Ah si, j'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y, Eva, il n'y a pas de souci. Oui, excusez-moi, quand vous dites que les exercices à la fin du cours sont notés, est-ce que celui-ci, on doit vous le rendre pour vendredi ou pour lundi d'après? Notre prochaine séance, c'est quand? Ben, c'est a priori demain, parce que ça risque d'être un peu Ouais, tendu. je sais bien, mais si, après, vous n'êtes pas obligé de me le rendre, mais demain, j'en ferai la correction. Donc, il ne sera Ok. pas possible de me le rendre. Demain, on est jeudi. Demain, on est. Ah non, c'est pour vendredi alors. Voilà. Donc, Ouais. parce qu'a priori, demain, c'est pas vous que j'ai. Oui, exact. Bah alors c'est bon, je vous remercie. C'est bon, c'est réglé. D'accord. Oui, merci beaucoup. Vous aviez un jour d'avance. Mais n'oubliez pas, hein, vous avez tout le semestre hein, pour me rendre au moins 2 TD. Hein. Donc, ne me donnez pas tous vos TD tout de suite. Parce que alors, après, vous pourrez me rendre 3 ou 4 si vous voulez. Hein. Mais sachez que bon, voilà, le temps de correction, il s'allonge au plus j'ai TD qui sont rendus. Je ne pensais pas que vous alliez être aussi assidu. C'est super, je suis très content. Quand j'ai lancé cette idée, je me suis dit, je vais avoir 3 TD la moitié d'un, et finalement, j'ai eu la même chose en première année. On est de très bons élèves. Mais j'espère que vous êtes de très bons élèves, et j'espère que vous serez de très bons élèves jusqu'à la fin, et que vous aurez tous au moins votre matière de compta gestion pour votre BTS, et que vous aurez bien sûr votre BTS. Eh bien, écoutez, ça va conclure notre séance pour aujourd'hui s'il n'y a pas d'autres questions. Et donc, on se retrouve a priori vendredi pour la séance sur les placements financiers. Et je reviendrai sur les points importants, répondrai à vos questions et corrigerai le TD. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.